de ce texte, en fait, à vrai dire. Petite discussion sur le texte de Stanley Fish. Comment reconnaître un poème quand on en voit un? Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte? Donc, c'est un extrait d'un petit recueil d'articles de Stanley Fish qui a été traduit en français avec un peu de retard. Quand lire, c'est faire. L'autorité des communautés interprétatives. Et cette notion de communauté interprétative, elle apparaît dans le texte de Stanley Fish. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette notion, de cette proposition? Bon, peut-être quelques petits mots sur Stanley Fish. C'est un universitaire américain qui a été professeur de littérature puis de droit. Voilà. Allez-y, Laetitia, vous vouliez les dire sur le texte. Je voulais dire que j'avais beaucoup aimé les textes. Ouais, je pense super. Que ça se comprend assez bien. Parfois, on a tendance à avoir des textes qui sont très compliqués et qui sont compliqués pour expliquer des choses simples. Je trouvais que c'était une bonne manière d'expliquer avec au moyen d'une anecdote quelque chose assez général. Ouais. Cette idée que ce qu'on reçoit, on le reçoit, mais toujours avec dans notre propre culture et dans tous les bagages qu'on a derrière. Donc, je vais lire un poème comme quelqu'un qui est, je sais pas, français, espagnol, dans un cours de littérature, et j'ai des attentes par rapport à ce que je lis, donc je vais interpréter par rapport à ça. Et que les interprétations sont basées toujours dans les représentations collectives, en fait. Donc c'est un peu ça, on n'interprète pas en étant isolé de notre propre culture. On n'interprète pas en étant isolé de notre propre culture, oui, tout à fait. L'idée du poème, je sais, je l'ai raconté à plusieurs de mes amis parce que je trouvais très intéressant à poser comme exemple des tarifs, ça c'est un poème, comment l'interpréter. Et qu'il y a des gens qui en fait arrivent à trouver tout ce qu'il faut. Tout à fait. Oui, en fait, il y a un côté un petit peu anecdote et expérience dans ce texte. C'est un petit peu, c'est un petit peu une expérience, mais qui produit des résultats tout à fait intéressants. Où on voit que finalement, ça repose au moins autant sur la compétence et la détermination des lectrices et lecteurs de poèmes, de ce qu'on décide d'appeler un poème, que sur le contenu même du texte, en fait. Ouais. Quoi d'autre? Comme vous dites, il y a une importance de la culture, en fait. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette communauté interprétative, en fait? Que penser de ces élèves qui vont, en fait, se prendre au jeu sans du tout mettre en cause le fait que ce pourrait ne pas être un poème? Bon, on a quelques sociologues ici, notamment Chavy. Qu'est-ce que ça vous... avec quel concept sociologique est-ce que vous pourriez mettre ça en lien, en fait, cette expérience, par rapport aux étudiants qui vont proposer des interprétations de ce poème, en fait? Je n'ai pas lu le texte. Ah bah là, on est mal parti si vous ne lisez pas les textes. Je suis désolé. C'est quoi? C'est conforme à ma PCS, je suis désolé. Alors là... Ça, c'est un très mauvais argument, parce que la PCS Bon, ce que je voulais faire dire, c'est la notion de socialisation, c'est-à-dire d'éducation, d'apprendre à être un étudiant, d'apprendre à interpréter un poème, d'apprendre, en fait, à ce que c'est que la poésie, comment on peut la lire. Donc, les sociologues, ils ont cette notion de socialisation, c'est-à-dire l'intériorisation du social dans l'individu. Et ça renvoie bien sûr à l'éducation.
La socialisation, elle est, voilà, elle se fait dans la famille, puis elle se fait à l'école, elle se fait à l'université, elle se fait, voilà, dans les milieux qu'on fréquente. Et c'est une manière aussi de gagner du temps, en fait. Hein. C'est ce que dit Stanley Fish, page 68, en fait. Que voilà, on ne va pas réinventer la roue quand on se lève le matin, et que du coup, il y a une sorte de compétence, c'est-à-dire savoir lire un poème, interpréter un poème. Et ben c'est, il dit, des opérations mentales qu'on peut exécuter parce qu'elles sont limitées, parce qu'on a appris à les faire. Voilà. Et finalement, l'existence... Oui, allez-y, Aurore. Hein. Oui, c'est ça. Moi, ce serait plus un questionnement. Allez-y. Outre du côté sociologue, du point de vue littéraire, peut-être qu'on pourrait aussi leur attacher, comme tu disais, à l'horizon d'attente, je crois, c'est Berthaud qui a... bref. En tout cas, l'horizon d'attente, du fait qu'en fait, finalement, on reconnaît un poème parce que selon la règle que toute œuvre est placée dans un horizon d'œuvre et dans un genre. Voilà. Ouais. On reconnaît un poème par rapport aux autres œuvres parce qu'on a justement les attentes de règles et de genre, ce qui développe là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est, comme il dit, on est dans l'action. On n'est pas seulement dans une réception passive et que le lecteur est dans l'action et que c'est lui qui fait le poème parce qu'il est dans un horizon justement qui se place toujours par rapport aux autres œuvres à l'intérieur de tout un ensemble justement. Oui, tout à fait. Il y a aussi donc un apprentissage en fait de catégories, de genres sur ce que c'est qu'un poème, sur comment ça se distingue d'autres catégories, et la notion d'horizon d'attente qui est effectivement une notion qui a été, je ne sais pas si c'est Hans Robert Schaus dont vous vouliez parler pour l'horizon d'attente. Je sais plus du tout. Vous vouliez citer un nom, non? Mais D'accord. Je suis totalement avec quelqu'un d'autre et je sais plus. D'accord. Bon, l'horizon d'attente, ça a été proposé par des littéraires qui proposaient l'esthétique de la réception. Je vous en reparlerai un petit peu. Mais bon, voilà. Donc, la notion d'horizon d'attente, c'est-à-dire qu'est-ce que ces lecteurs-là, on leur a déjà proposé avant comme poème, et qu'est-ce qu'ils ont comme horizon d'attente et d'interprétation qui peuvent mobiliser, en fait, pour aller lire ce nouveau texte qu'on leur propose et qu'on leur présente comme inscrit dans une continuité vis-à-vis d'autres poèmes. Voilà. Mais il y a quelque chose aussi avec le rapport de pouvoir prof-élève. Je veux dire que oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, je ne sais pas si vous avez été sans les profs. Si le prof il avait pas dit ça c'est un poème, est-ce qu'il l'aurait reconnu comme un poème? Et ça rentre, ce qui était intéressant aussi, c'est que ça rentre le fait qu'il y a les profs et dans ta socialisation primaire, secondaire, ça t'a appris qu'il y a un prof, c'est quelqu'un qui va te dire plus ou moins de vérité, des choses importantes et des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, les profs dirigent leur attention vers quelque chose et ils acceptent, ils ne le mettent même pas en question parce qu'il y a aussi cette conception des profs qui va me dire ça c'est important, ça c'est un problème, il faut le... Oui, bah c'est sûr qu'il y a une position un peu de pouvoir et de légitimité de la parole et des propositions de l'enseignant, hein, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas trop le choix en fait aussi de décider. Les récepteurs, on reçoit les grands romans classiques, non? C'est une question de... Ce sont des grands romans classiques parce qu'ils sont vraiment, je sais pas, ils suivent vraiment quelques règles universelles du classique, ou c'est parce que au fur et à mesure des années, il y a toujours des gens qui continuent à légitimer ces romans comme classiques, prof universitaire, critique littéraire, etc. Oui, ça pose aussi, effectivement, vous avez raison, derrière, il y a aussi la question des critères de la valeur littéraire, en fait, et du canon, en fait. Parce que si on peut décider qu'un texte, comme celui-ci, est un poème, voilà, ça remet en cause. Hein. Bon, c'est pour ça que Stanley Fish, d'ailleurs, il a un petit côté provocateur, hein, et que, par exemple, il y a des
des professeurs de littérature en France qui considèrent un petit peu comme hérétiques et très hétérodoxes par rapport à la norme, parce que évidemment il y a un potentiel très subversif dans ce texte que je vous ai soumis à la lecture, parce que voilà, ça remet en cause. C'est Antoine Compagnon, peut-être vous connaissez Antoine Compagnon, qui a une chaire au Collège de France, qui est un ancien polytechnicien, qui est quelqu'un, il a travaillé sur Proust. Il a eu d'ailleurs tout un feuilleton sur Colette, sur France Culture cet été. Enfin, c'est quelqu'un qui est plutôt assez conservateur, en fait, dans sa vision de la littérature, des corpus, etc. Et lui, il dénonce le relativisme dogmatique, l'athéisme cognitif de Stanley Fish dans Le démon de la théorie. Donc, voilà, il remet en cause ce genre d'expérience parce que pour lui, voilà. Ça touche aussi à l'autorité du commentateur autorisé, c'est-à-dire à l'autorité des clercs, c'est-à-dire ainsi, non, un professeur, c'est pas quelqu'un qui peut se permettre de donner un texte comme ça ou de réfléchir à la relation, etc. Vous voyez, en fait, surtout, ça mine un peu l'autorité potentiellement des spécialistes des textes ou des enseignants, puisque il y a l'idée que finalement, en fait, on ne pourrait pas forcément reconnaître de toute évidence la valeur littéraire, la littérarité dans le texte, et du coup que ce serait la compétence des interprètes autorisés, mais plutôt dans le regard des lecteurs et plutôt dans le dispositif qu'on va mettre en place autour des textes, en fait. Voilà. Bon, en même temps, moi je trouve que ce texte est tout à fait intéressant parce que ça permet aussi de mettre en question certains présupposés. Ça permet de réfléchir autrement, en fait, de sortir un petit peu de la norme, en fait, de la situation d'enseignement, et puis de voir aussi que cette communauté interprétative, en fait, elle est définie avec assez de nuances par Stanley Fish. C'est-à-dire qu'elles sont provisoires. Il y a l'idée que qu'elles peuvent bouger, elles peuvent se reconstituer, se constituer. Voilà, qu'on peut avoir. En fait, elles sont toujours à contextualiser ces communautés interprétatives. Et finalement, c'est une manière aussi de reconnaître que toute interprétation, elle est conditionnée. Elle se fait sous condition. Elle se fait avec Et c'est en cela que je vous ai poussé vers... j'ai essayé de pousser Chavy mais qui peut-être maintenant va lire le texte, vers une interprétation un peu sociologique, parce que je trouve que finalement, il y a une image assez sociologique de ce que c'est qu'apprendre à lire, apprendre à interpréter, et que ça se fait pas tout seul, vous voyez, ça se fait au sein d'une communauté, d'une famille, d'une salle de classe, etc. Ça s'apprend, en fait. Ça va ? Pour ceux qui n'avaient pas lu le texte, parce que peut-être du coup, il y en a ici qui n'ont pas forcément compris le dispositif de Stanley Fish. Est-ce que certains n'ont pas compris à la lumière de ce qui s'est dit ? Bon, il n'y a personne, ou alors ils n'osent pas se dénoncer, et ça veut dire qu'ils liront le texte, j'espère. Bon, il n'y a pas d'incompréhension sur ce texte, il n'y a pas de demande... Ok, très bien. Alors, je reprends là où je m'étais arrêtée la dernière fois. En vous proposant de distinguer en fait deux pôles dans la réception des biens culturels. Et je vais vous proposer un petit schéma très simple. Voilà. Donc il y a un pôle, c'est le bien culturel, à l'autre pôle, c'est le récepteur ou la réceptrice. Et alors j'ai mis ces petites flèches pour attirer votre attention sur le fait que, en fait, il y a un échange de sens qui est double. Ça circule. Ça circule parce que il y a une forme d'imposition de sens du bien ou du produit culturel vers le récepteur ou la réceptrice.
Alors, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on vient de voir. En fait, Stanley Fish, il illustre l'autre circulation de sens. Mais voilà, il y a le fait que lorsqu'on lit un texte, comme vous l'avez fait avec le texte de Stanley Fish, vous l'avez sur un support matériel, vous en avez quelques informations. Par exemple, si c'est un livre, il y a le paratexte. Il y a des indices lorsque vous prenez connaissance de ce texte, donc lié, bon là, par exemple, il s'agit d'une situation d'enseignement, je vous avais demandé de lire ce texte d'une semaine sur l'autre. S'il s'agit d'un recueil de poésie ou d'un volume de Harry Potter, évidemment, vous aurez plein d'informations sur le paratexte, sur la couverture du livre. Et il s'agit donc de voir que les produits culturels sont tous distincts, différents les uns des autres, et que rien que dans leur présentation, leur promotion, la publicité qui les accompagne, le discours d'escorte, eh bien, il y a des intentions des auteurs ou des éditeurs qui peuvent se manifester et s'imposer au récepteur ou à la réceptrice. Même d'ailleurs dans l'expérience de Stanley Fish, parce qu'on a ces mots écrits au tableau, et finalement, les étudiants vont développer leurs interprétations sur l'échelle de Jacob, etc. Mais ils vont le faire à partir des mots qui sont au tableau. C'est-à-dire qu'il y a quand même une base, il y a quand même, vous voyez, un support minimum. Il y a donc un texte, un produit culturel qui va... qui propose sur quelle base on peut se mettre à interpréter, on peut se mettre à faire du sens, etc. Il y a donc ce produit culturel de départ. Voilà. Et puis, il y a de l'autre côté, eh bien, la liberté du lecteur ou de la lectrice, sa marge de manœuvre, en fonction de ce qu'il est socialement. Donc là, vous avez... qu'on peut appeler l'axe du sens, et là, ce qu'on peut appeler la signification. Enfin, ce sont des synonymes, mais voilà. Imposition de sens et un axe de signification. Donc, en fonction de ses caractéristiques sociales, en fonction de sa socialisation, de sa formation, de son éducation. Imaginons que Stanley Fish, il soit allé voir... avec ses mots, il est demandé la même chose à un groupe d'étudiants en droit, puisqu'il a été lui-même enseignant de littérature de la Renaissance et mystique et enseignant de droit. Et qu'il est demandé ça à des étudiants de droit qui n'aient pas été du tout formés à lire la poésie. Bon, il y a de fortes chances que, à minima, quand bien même il y aurait cette situation d'enseignement où il a une certaine autorité sur ses étudiants, que les étudiants se soient permis de lui dire, mais enfin, nous sommes ici pour un cours de droit et nous sommes incapables d'interpréter ce poème, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas eu le même entraînement, la même formation que les étudiants de littérature. Et ça, alors, les enquêtes montrent bien qu'il y a des... dans l'interprétation des œuvres, il y a certaines variables, par exemple, qui vont jouer un rôle, en fait, où on ne va pas avoir la même réception des hommes et des femmes, des jeunes et des plus âgés, etc. Il y a certaines variables qui vont avoir du poids. Je pense à un texte, alors que vous n'avez plus au programme cette année, mais que j'aime beaucoup. C'est une recherche d'Isabelle Charpentier, qui a beaucoup travaillé sur Annie Ernaux. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Ernaux, qui est une grande autrice contemporaine, qui a beaucoup décrit, elle est transfuge de classe, comme Richard Hogarth, mais elle décrit ça du point de vue d'une femme. Et donc elle a écrit beaucoup d'œuvres sur l'auto-sociobiographie, ce qu'elle appelle, voilà, où elle raconte sa trajectoire, son rapport avec ses parents, elle s'est beaucoup éloignée culturellement de ses parents, etc. Et Isabelle Charpentier a étudié la réception d'Annie Ernaux. Annie Ernaux lui a laissé lire le courrier très abondant qu'elle recevait de ses lecteurs, notamment. Puis elle a fait une analyse de la presse, etc. Et alors, dans le cas d'un livre qui s'appelle Passion simple, qui était l'un des premiers livres où Annie Ernaux dévoilait... D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il vient d'être réalisé au cinéma. Il y a un film qui vient de sortir
je ne sais pas s'il a le pour titre Passion simple, mais voilà, c'est tiré de cette histoire de Annie Ernaux. Et vous pouvez aller le voir au cinéma. Bon, bref, ce texte s'appelle Passion simple. Et c'était le premier texte qu'Annie Ernaux, où Annie Ernaux a abordé de manière assez crue c'était un pan de sa vie sentimentale et intime et sexuelle à travers une liaison qu'elle avait eue avec un homme. Et alors c'est un texte qui a clivé un petit peu la critique, qui était autre chose que ce qu'elle faisait avant et qui a suscité des réactions. Et Annie Ernaux et Isabelle Charpentier a étudié le courrier reçu par Annie Ernaux à cette occasion. Et dans le texte, les résultats, c'est très intéressant parce que il y a un vrai clivage en fonction du sexe. C'est-à-dire que les hommes et les femmes n'ont pas du tout interprété et lu la même chose dans cette aventure. Et c'est très contre-intuitif, d'ailleurs, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que les femmes, en fait, ce qui leur a plu dans ce récit, c'était plutôt le côté cru d'une femme qui se permet d'aborder les questions de sexe en racontant un petit peu ça. Et les hommes, eh bien, en fait, ils s'étaient plutôt identifiés à la femme qu'à l'homme. Annie Ernaux à son amant, et eux, au contraire, ils avaient une lecture beaucoup plus sentimentale en fait de cette histoire. Ils avaient une lecture qui mettait en avant les sentiments, etc. Et voilà, et c'est ce qu'elle constate un peu massivement sur les lettres d'hommes et les lettres de femmes. Oui. Bon, bref, simplement pour dire que on a donc la manière dont réagissent les récepteurs et les réceptrices face à un bien culturel, elle est aussi en lien avec ce qu'ils sont socialement, avec le genre, avec la classe sociale, avec l'origine sociale, avec la génération, avec l'appartenance. Voilà. Et puis, ce public, il peut aussi réagir de manière extrêmement diverse à l'œuvre. Il peut avoir une réflexion heureuse, être dans la félicité, le bonheur, mais aussi malheureuse. Il peut critiquer l'œuvre. Il peut se l'approprier, il peut aussi la détourner, il peut aussi être indifférent. Voilà. Donc, tout l'enjeu à cet axe, c'est comment le public va-t-il mettre de la signification dans ce bien culturel. Et ce que postule finalement le chercheur, c'est qu'il y a une pluralité de lectures possibles en fonction du hors-texte. Le hors-texte joue un rôle, les dispositions sociales de l'individu jouent un rôle. Ça va ? Donc l'ambition en fait des recherches sur la réception, c'est d'essayer de saisir l'activité interprétative du récepteur ou de la réceptrice. En considérant que celui-ci est active, en postulant que le public, il n'est pas seulement passif, c'est pas une masse apathique. Alors on va voir que dans les toutes premières représentations du public, en fait, c'était plutôt ça qui était postulé, plutôt un public, apathique, voire avachi. Non, là, en fait, le récepteur, il postule que le public est créateur, co-constructeur du sens des messages. Et qu'il peut détourner, qu'il peut jouer avec les messages proposés par les œuvres. Qu'il peut aussi faire être sujet à des malentendus. Voilà. Ça va ? Alors, donc vous voyez, on a ces deux pôles, en fait, qui sont autant de pistes d'enquête et de travail éventuels pour le chercheur. Mais en même temps, si on pousse ces deux pôles à la limite, on tombe sur des impasses, sur des écueils. Le premier écueil, ce serait de dire que l'œuvre n'a pas besoin de public. Ce serait de dire qu'il n'y a qu'un seul sens possible de l'œuvre, qu'il y a des codes culturels, il n'y a qu'une seule manière d'interpréter une œuvre. Ce serait en fait peut-être la position d'un professeur de littérature très tatillon,
qui finalement laisserait une liberté extrêmement limitée à ses étudiants. Il voudrait écouter uniquement son interprétation des textes, par exemple, où il serait assez tatillon sur les possibilités d'interprétation. Ou aussi, ça pourrait être la position d'un écrivain. Les écrivains sont souvent insatisfaits et ils ont souvent l'impression, mais d'ailleurs souvent à juste titre, qu'on interprète leurs œuvres d'une manière qui n'est pas du tout celle qu'ils avaient prévue. Hein, voilà. Et donc voilà, ce serait peut-être un écrivain qui voudrait contrôler l'interprétation de son œuvre et qui n'y arriverait pas, enfin qui serait... Voilà, bon. Parce que, voilà, tout de suite, je le signale un petit peu comme un écueil. Ce serait... voilà, l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul sens possible, qu'il y aurait des codes culturels absolument nécessaires, bon, c'est pas quelque chose qui dans la réalité, qui est très, voilà, qui est très, très réaliste en fait. Puis le deuxième écueil, ce serait l'écueil inverse, l'impasse inverse, l'idée que l'œuvre, elle n'existe pas en dehors de ses publics, et qu'il y a autant de signification que de récepteurs. L'idée qu'il serait finalement impossible que deux individus puissent s'accorder sur le sens d'une œuvre. Hein, ce serait vraiment un élargissement un peu à l'infini. Et le fait de voir l'œuvre comme un réservoir illimité de potentialités. Et ça, ce serait finalement exagérer le pouvoir du récepteur. Parce que, imaginez un récepteur qui pourrait décider de tout, comprendre tout, de façon volontaire, lucide, consciente. Or, il y a un champ limité de possibles. Et on ne peut pas complètement abandonner la référence à un bien culturel au départ, en fait, lorsqu'on interprète une œuvre. Hein, il y a quand même... Voilà. Ça va pour cette introduction ? Hein, j'arrive au bout de mon introduction. Donc on a fait déjà la petite discussion sur le texte de Stanley Fish. Hein, vous voyez que on est un petit peu à un cas limite avec le texte de Stanley Fish, hein, qui permet aussi de réfléchir justement à ces écueils, et en même temps à ces pistes de recherche. Alors vous pouvez mettre un grand 1, état des lieux des recherches, 2 points, de la réception aux usages. Un grand 1, état des lieux des recherches, de la réception aux usages. État des lieux des recherches, de la réception aux usages. Alors, comme je l'ai indiqué un peu rapidement au début, il y a une généalogie en fait qui est très variée de ce qu'on peut appeler les études des publics, de la réception. Il n'y a pas une généalogie consensuelle. Et ce que je vais vous retracer ici, hein, c'est une présentation construite autour d'un enjeu qui va organiser cette première partie et qui est le renouvellement des recherches empiriques sur la réception, qui est passé d'une sociologie de ce que le bien culturel fait au public, donc plutôt l'imposition de sens, hein, ce sera le grand A, ce que les biens culturels font au public. Vous pouvez écrire ça, grand A, ce que les biens culturels font au public, c'est le pôle de la réception. Donc une sociologie de ce que le bien culturel fait au public, à une sociologie de la manière dont des publics socialement diversifiés s'approprient ou détournent les biens culturels. Ça, ce sera le grand B, d'accord ? Donc on va d'abord voir dans quelle mesure les biens culturels imposent une sorte de réception, imposent un sens. Ça va ? Si je vais trop vite, vous pouvez demander. Hein. Alors, le grand A, c'est ce que les biens culturels font au public, et le grand B, ce sera ce que les publics font avec les biens culturels. Voilà. Donc, le grand A, c'est en fait
la réception. Et le grand B, ce sera plutôt la notion d'usage, en fait, qui s'est développée en sociologie de la réception. Usage, appropriation, au pluriel, que je vais développer. Ça va ? Je vous mettrai le plan, en fait, récapitulatif, mais comme je suis en train de le faire bouger un petit peu, je vous le mettrai quand j'aurai terminé le cours magistral. Voilà, vous l'aurez en PDF sur l'espace Moodle. Voilà. Alors, vous pouvez mettre petite 1, la consommation de masse comme aliénation. Petite 1, la consommation de masse comme aliénation. Et je vais vous exposer de manière un peu synthétique les théories de l'école de Francfort, que Chavy manifestement connaît déjà peut-être un peu. Alors l'école de Francfort, c'est une école qui s'est formée en Allemagne, dans la ville de Francfort, comme son nom l'indique. Et vous avez un texte dans la bibliographie que vous avez normalement avec vous. Je vous recommande de venir avec la bibliographie parce que ça vous aide à repérer les noms sans que j'ai tous à les écrire au tableau. Vous avez déjà les titres. Donc c'est le texte de Theodor Adorno et de Max Horkheimer sur la production industrielle des biens culturels, raison et mystification des masses, que je vais commenter. Que vous avez sur la bibliographie du coup. Alors, Adorno et Horkheimer, ils se sont rencontrés à Francfort dans les années 1920, en fait, où il y avait cette école qui était en lien avec le marxisme. On peut inclure aussi dans l'école de Francfort Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, voilà, c'est donc une école allemande. Une particularité de cette école de Francfort, c'est que c'est le cas d'Adorno et Horkheimer, ils se sont exilés, ils ont quitté l'Allemagne pendant même avant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient ils n'étaient plus les bienvenus dans l'Allemagne nazie et ils ont migré aux États-Unis en fait. Et ce texte-là, la production industrielle des biens culturels, c'est un texte qu'ils ont écrit en allemand en fait. Dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, en tout cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont écrit à New York. Il a été publié un peu plus tard, mais ils l'ont conçu en 1944 à New York. Et l'approche générale de l'école de Francfort, c'est plutôt d'avoir une vision assez négative en fait d'une culture de masse et de médias de masse. C'est là que au sein de l'école de Francfort que va naître cette notion de culture de masse. Qui est remplacée par la notion d'industrie culturelle, notamment dans le texte là dont je vais vous parler. Alors les industries culturelles, c'est un terme qui fait sans doute sens pour vous. Le livre est une industrie culturelle, le disque est une industrie culturelle. Globalement, aujourd'hui, la production des biens culturels, elle peut se faire de manière artisanale. Alors, surtout, aujourd'hui, on a
aussi des formes d'autoproduction, d'auto-édition qui trouvent un petit regain, mais elle se fait beaucoup, et notamment depuis le XXe siècle, de manière industrielle, c'est-à-dire la production en série de livres, qui permet, quand on parle d'industrie culturelle, c'est l'idée qu'on peut produire de grands volumes, qu'on peut faire beaucoup de tirages, et que ce sont de grosses entreprises qui se chargent de cette production des biens culturels en masse. L'expression industrie culturelle, donc dans ce texte de Adorno et Horkheimer, dont vous avez la référence, c'est l'une des premières fois en fait que cette expression a été utilisée, et il se trouve que dans leur bouche, c'est pour stigmatiser la reproduction en série des biens culturels, parce que pour eux, ça met en péril la création artistique, ça menace la création artistique, originale, singulière, etc. Donc ils utilisent cette expression dans une perspective qui est plutôt alarmiste, qui est critique, voire alarmiste. Je vous cite, petite citation de ce texte. La civilisation actuelle confère à tout un air de ressemblance. Le film, la radio et les magazines constituent un système. Sous le poids des monopoles, toute civilisation de masse est identique. Donc l'idée que finalement, on a cette civilisation actuelle qui confère à tout un air de ressemblance, et que reproduire en série comme ça des biens culturels, eh bien, c'est bâtir une forme de pensée unique. Et que les méthodes de reproduction industrielle, elles produisent des biens standardisés qui répondent à des demandes identiques, et que le recours à des moyens industriels, ça s'accompagne du risque de schématiser en fait la culture pour l'individu, de priver l'individu de ses fonctions de réflexion critique. Et que le risque, c'est qu'on ait une culture qui nivelle tout par le bas, qui repose sur des clichés, qui confirme des schémas ambiants, et que tout cela atrophie l'imagination et la spontanéité des consommateurs. Alors par exemple, c'est assez, ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais Adorno et Horkheimer sont plutôt inquiets devant la diffusion des films sonores, qui ont remplacé les films muets. Mais pour eux, en fait, du coup, il y a plus d'informations, de propositions dans le film sonore, et du coup, le risque, c'est que le spectateur, il soit, paralysé par toutes ces sensations, ces sons, ces images qui défilent à un rythme très rapide, et que du coup, le spectateur en soit avachi. Ils ont une conception un peu mécaniste de la communication proposée par les médias. Je vous cite à nouveau une phrase de ce texte. « Leur agencement est tel qu'il faut un esprit rapide, des dons d'observation, de la compétence pour les comprendre parfaitement, mais qu'ils interdisent toute activité mentale au spectateur s'il ne veut rien perdre des faits défilant à toute allure sous ses yeux. » Donc ils interdisent toute activité mentale au spectateur s'il ne veut rien perdre des faits défilant à toute allure sous ses yeux. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre un film, le spectateur n'a d'autre choix que de stopper l'activité de son mental, arrêter de réfléchir pour absorber en fait toutes les informations. Et pour eux, il n'y a pas de place pour ajouter l'imagination qui ferait réellement du film un univers. Et donc ils disent, voilà, même le consommateur distrait absorbera alertement tout ce qui lui est proposé. Alors, il faut voir que ce sont des intellectuels. Adorno, il est par ailleurs musicologue, il est spécialiste de musique, donc c'est quelqu'un qui a un rapport un peu intime, comme ça, avec les formes artistiques et la production donc, de la musique, etc. Donc, ils ont aussi, par leur formation, ils ont une sorte d'exigence sur, que pour bien recevoir des œuvres d'art, il faut pouvoir réfléchir, imaginer. Ils sont eux-mêmes
des commentateurs sensibles aux productions artistiques. Et là où ils s'affolent devant ces industries culturelles qui sont en train de prendre leur essor, eh bien, ils voient en fait une sorte de mort de l'art parce qu'ils disent que c'est une fusion de la culture et du divertissement, et que pour eux, c'est le divertissement qui prend le dessus. Et que les industries culturelles, elles vont entraîner la satiété, l'apathie des consommateurs face à des masses consentantes devant un capitalisme déchaîné. Alors, il y a aussi, ça s'inscrit dans toute une tradition marxiste. Je ne sais pas ici si vous êtes un peu au clair avec le poids de la pensée marxiste, l'héritage de Karl Marx, donc, qui était un philosophe, un économiste, qui a conçu son œuvre plus ou moins en exil, sans être vraiment rattaché à des universités, mais c'est une œuvre très importante pour la sociologie, pour la philosophie, l'économie encore aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ça a eu aussi un poids dans la sphère militante et politique, les propositions de Karl Marx. Et Karl Marx, dans sa vision du présent et de l'histoire, en fait, eh bien, il dénonce l'exploitation, en fait, d'une partie de la population par une autre, ceux qui ont les moyens de production et ceux qui ne les ont pas. Il dénonce aussi des formes d'aliénation, de ceux qui n'ont que leur force de travail et qui, du coup, justement, n'ont pas le temps de réfléchir parce qu'ils sont des petits ouvriers. C'est le début de la production industrielle, dont il a une vision assez négative. Et puis, c'est une vision, en fait, très négative du capitalisme, qui, pour Karl Marx, le capitalisme, il va forcément déboucher une polarisation croissante entre deux parties de la population, ceux qui ont les moyens de production et les prolétaires qui doivent travailler, donner leur force de travail, sachant que lui, il voit comme un moteur de l'histoire l'opposition, donc la classe ouvrière qui doit s'opposer à la classe des propriétaires bourgeois. Bon, je caricature beaucoup la pensée marxiste, mais c'est pour dire aussi que, pour Karl Marx, il y a le niveau de l'infrastructure, c'est les rapports matériels de production qui sont très importants, et puis il y a la superstructure qui se réfère à la culture, à l'idéologie. Et il voit une forme de rapport entre les deux. Et l'école de Francfort, elle va plus loin en disant, finalement, ces industries culturelles, c'est mauvais signe, parce que c'est une extension de la dynamique capitaliste qui touchait jusqu'à présent les moyens de production, les voitures, les biens. C'est une extension à la culture. C'est-à-dire que le prolétaire jusque-là était aliéné parce qu'on lui demandait de produire des choses sans pouvoir réfléchir sur ce qu'il était en train de produire, etc. Et là, il se retrouve à nouveau aliéné parce qu'on produit des biens culturels qui vont l'empêcher de réfléchir. D'accord ? Donc l'idée que la culture, en fait, via les industries culturelles, elle participe aussi à cette forme d'aliénation, d'exploitation. Et puis, voilà, ce qu'ils veulent dénoncer, c'est le fait que l'œuvre d'art, elle perd sa valeur d'usage, sa valeur de pensée, de bien produit de l'esprit, etc., au profit uniquement de sa valeur d'échange. C'est-à-dire une marchandise qu'on va acheter sur un marché, on paye le ticket de cinéma, voilà. C'est une sorte de peur que la logique capitaliste, elle s'étende comme ça aussi à la culture. Alors bien sûr, c'était le moment aussi où se développait la publicité, qui était bien sûr aux mains des possédants, de ceux qui contrôlent le système. Voilà. Et puis, c'est aussi un contexte où on sort de la Deuxième Guerre mondiale, où la radio, elle a servi beaucoup à la propagande la propagande du régime nazi ou du régime mussolinien, enfin des dictateurs, en fait, qui ont beaucoup utilisé ces moyens de communication qui étaient assez nouveaux, en fait. Voilà. Donc, ce texte, alors, il est intéressant, il est un peu outré par certains aspects, mais je voulais commencer par lui parce qu'il appartient à une tradition de défiance qui se décline encore aujourd'hui auprès de certains intellectuels qui peuvent plus ou moins avoir ce discours-là. Une tradition de défiance à l'égard des productions culturelles destinées au grand public. Alors oui, Adorno et Horkheimer, ils sont à la fois un peu traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, leur exil et tout, et en même temps, ils sont aussi en contact avec
l'industrie culturelle américaine, hein, qui est donc le pays, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de développer une industrie du cinéma qui est très forte, qui est très donc ils ont fait cette traversée historique en fait qui explique aussi leur manière de penser. Donc ce texte il est un petit peu violent, mais il peut aussi, si vous voulez, on peut aussi prendre un peu de recul par rapport à ce texte, qui témoigne aussi, parce que Adorno et Horkheimer, en fait, n'ont pas été faire d'enquête auprès de spectateurs qui sortaient des salles de cinéma. Hein. Donc là, si vous voulez, ils projettent un petit peu leurs propres inquiétudes. Ils réfléchissent en termes très généraux, et ils ont une réflexion qui est assez normative, hein, c'est-à-dire le fait que pour eux, les industries culturelles, c'est le mal, les masses, c'est pas bien, parce que ça fait disparaître la conscience critique, la conscience de classe du prolétariat. Donc il y a pas mal de jugements de valeur dans ce texte. Et c'est aussi le signe que c'est une impasse d'un point de vue scientifique. Hein, qu'il y a peut-être d'autres manières d'étudier, d'approcher cette question de la réception, y compris des biens produits de manière industrielle, en fait. Surtout que, justement, il y a aussi, au même moment, des enquêtes empiriques qui sont menées aux États-Unis, notamment par Paul Lazarsfeld, qui est un autre... il était autrichien. Paul Lazarsfeld, qui est né en 1901, qui est mort en 1976, et qui est donc de même un mathématicien autrichien qui a soutenu sa thèse en 1925 à Vienne, il avait fondé un institut de psychologie sociale appliquée, et il va rejoindre l'école de Francfort, qui est fondée, donc l'Institut für Sozialforschung, qui est fondé en 1923, et lui aussi il va émigrer aux États-Unis dès 1933. Hein, ils ont émigré aux États-Unis, ces chercheurs, avant le début à proprement parler de la Seconde Guerre mondiale. Hein, ils étaient pour beaucoup juifs aussi, hein, de confession juive, et voilà. Hein. Donc, Lazarsfeld, il va en fait se retrouver au département de sociologie de l'Université de Columbia à New York. Et il va être sollicité pour diriger des recherches. Et il va produire de vastes enquêtes dès les années 30. Alors c'est vraiment un pionnier. Vous avez dans la bibliographie une référence à le volume de ses travaux qui a été réédité en français, avec une préface. Alors il y a plusieurs préfaces et postfaces. C'est The People's Choice, enfin c'est Influence personnelle. Voilà, donc c'est moi, c'est quoi, on l'a trouvé sur le point 2, ouverture. Ouais, mais en fait c'est pas la référence que je voulais vous mettre. Ah, c'est parce qu'il est avec Katz. Ah, voilà, non, c'est parce qu'il est avec Elihu Katz, en fait. C'est une co-signature avec Katz, qui est l'un de ses collaborateurs, qui est un chercheur israélien. Voilà, c'est Elihu Katz et Paul Lazarsfeld. Influence personnelle, ce que les gens font des médias. Voilà. Mais vous voyez, ça a été en fait édité en français en 2008, mais la version américaine, elle date de 1955. Et vous avez aussi The People's Choice, hein, qui est l'enquête dont je vais vous parler maintenant, qui date de 1944. Mais voilà, si vous avez, il est à la bibliothèque, hein, le volume Influence personnelle, et vous avez une très bonne contextualisation de ces enquêtes aux États-Unis, qui revient aussi sur The People's Choice. Voilà. Si vous voulez approfondir ces histoires-là, mais bon, vous avez beaucoup de choses à faire, je sais, vous avez beaucoup de cours, donc bon. Donc, ce qu'on peut retenir en fait sur The People's Choice, c'est que c'était une des premières enquêtes empiriques sur les choix des électeurs américains. Alors c'était au moment de la seconde élection de Roosevelt, hein, qui avait été élu
le texte est publié avec un temps de retard, hein, parce que c'est après la crise de 29 que Roosevelt est élu. Et donc là, c'était au moment de la seconde élection de Roosevelt. Et ce qui intéresse ces chercheurs, c'est de savoir comment les gens décident de voter, comment ça se passe en fait, leur prise de décision. Et alors, le résultat était intéressant parce que il montre que les individus ne sont pas tant influencés directement par les médias que par des personnalités locales influentes qui vont en fait les influencer sur la manière dont il faut interpréter les médias et dont ils ont intérêt à voter. Ça pointe la question des leaders d'opinion. Ça pointe la question des leaders d'opinion, en fait. Voilà. Et, voilà, qui a été décliné ensuite sur la question des choix, de la sélection que fait le téléspectateur dans les contenus des médias, des messages médiatiques. Alors ça, c'est une question qui se pose... j'évoquerai le texte de Stuart Hall, codage, décodage, alors que je donnais traditionnellement en exposé dans le cadre de ce cours, que je ne fais plus, mais je vous résumerai un tout petit peu certains enjeux de ce texte, du coup. En fait, Stuart Hall se pose contre cette tradition de recherche de Lazarsfeld, qui a été... qui étudie, si vous voulez, les comportements des spectateurs et des téléspectateurs devant les médias, et qui s'est beaucoup développé dans les années 40, 50. Voilà. Alors, le pendant de ça en France, c'est les masses médiologues. Alors, les masses médiologues, en fait, je suis un petit peu... j'ai un peu tranché en disant ça, mais il y a notamment au moment où Richard Hogarth est introduit en France et traduit en France, peut-être que Maxime Delfiol a évoqué cela avec vous, il est réintroduit dans la sociologie de la culture française, et c'est pas du tout de manière anodine, il est introduit par Jean-Claude Passeron, qui était un sociologue français proche de Pierre Bourdieu, et Bourdieu et Passeron avaient, en fait, s'étaient moqués de ceux qu'ils appelaient les masses médiologues, au début des années 60, notamment Edgar Morin, Georges Friedman, et même ils épinglaient aussi Roland Barthes ou Baudrillard, parce que, en fait, ces auteurs-là avaient des postulats sur la réception des biens culturels standardisés et d'une culture dite de masse, plutôt pessimistes, en fait. Et en même temps, ce qu'ils partagent avec les théoriciens de l'école de Francfort, c'est qu'ils avaient cette vision plutôt pessimiste d'une culture de masse et l'absence d'enquête empirique. C'est-à-dire qu'ils ne proposaient pas d'enquête empirique sur la réception de ces biens. Donc c'était plutôt des spéculations, en fait. Ça va ? Alors, vous pouvez mettre un petit 2. Ouais. Vous avez dit que Stuart Hall s'est positionné contre Lazarsfeld. Ouais. Et vite fait, c'était quoi la critique je ne sais pas qu'il faisait, parce que oui, il faisait des enquêtes empiriques, Lazarsfeld. Ouais, Lazarsfeld fait des études empiriques. Et de toute façon, Stuart Hall, dans son texte Codage-décodage, il invite... c'est un petit peu complexe. Je préfère vous faire un petit point autour de Stuart Hall, parce que sinon j'avance un peu trop vite dans le texte, parce que le texte de Stuart Hall, c'est les années 70, et je vous ferai plutôt ce point-là au moment où j'aborde les études culturelles, si ça ne vous dérange pas. Voilà, mais je referai allusion à Lazarsfeld
Ouais. En fait, Lazarsfeld, c'était pas vraiment... c'est de la psychosociologie, et donc c'est l'école behavioriste. Il étudie les comportements des spectateurs, et donc il y a toute une idée un petit peu aussi de calcul dans le rapport des individus aux médias, si vous voulez, qui est postulé par cette école. Et Stuart Hall, lui, il propose un tout autre modèle d'encodage-décodage. Et il propose il propose un tout autre modèle pour décoder la réception, en fait. Voilà. Et qui est plus axé sur les biens culturels et les biens médiatiques singuliers, en fait, que sur des grandes enquêtes qui touchent... voilà. Pour aller très vite. Mais je détaillerai ça lorsque je serai rendu au moment des cultural studies. Ok ? Alors, vous pouvez mettre donc petit 2, une tradition d'enquête quantitative sur les publics en France, la stratification sociale des pratiques culturelles. Une tradition d'enquête quantitative sur les publics en France, 2 points, la stratification sociale des pratiques culturelles. Donc une tradition d'enquête quantitative sur le public en France, 2 points, la stratification sociale des pratiques culturelles. Alors, pour le cas de la France, dont je vais parler maintenant, en fait, la sociologie de la culture qui apparaît dans les années 60 en France, donc j'ai évoqué la dernière fois avec vous rapidement le fait que la sociologie c'est une discipline assez jeune, les premiers diplômes c'est 1958 pour la licence, le doctorat, etc. Il y a eu en fait 2 constructions historiques de la discipline sociologique à la fin du 19e siècle avec Émile Durkheim. Et puis ensuite une reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, à partir donc de certains éléments qui existaient déjà, mais ça s'est vraiment davantage structuré, reconstruit autour de grandes revues, autour d'instituts aussi, comme l'INSEE, l'INED, voilà, les revues, qui sont devenues des références fondamentales dans la discipline. Elles sont nées à partir de la Seconde Guerre mondiale, voilà, à quelques exceptions près, voilà. Mais du coup, il y a vraiment eu une reconstruction très importante à ce moment-là pour la sociologie de la culture. C'est surtout à partir des années 1960 que cette spécialité de la sociologie, ce domaine, va se développer en propre. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il y a des liens entre cette sociologie de la culture et la politique culturelle publique. Alors, vous devez, avec les cours que vous propose Virginie Anquetin, ce qu'elle ne faisait pas l'année dernière, vous devez être très au fait de ce que c'est que la politique culturelle. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous définiriez la politique culturelle ? Bon, vous n'avez pas de définition toute faite de la politique culturelle ? Bon, il y a un livre de Vincent Dubois qui est dans la bibliographie du cours de Virginie Anquetin, que vous avez aussi, je crois, dans la bibliographie de mon cours, qui s'appelle La politique culturelle, une catégorie d'intervention publique, en fait. C'est vraiment qui définit la politique culturelle comme une catégorie d'intervention publique qui s'est mise en place avec la création en particulier du ministère de la Culture. Le premier ministère de la Culture, il avait été créé pour André Malraux, un écrivain dont vous connaissez sans doute au moins le nom, qui a été un écrivain résistant, qui était un grand ami du général de Gaulle, et c'est un petit peu pour celui que le général de Gaulle surnommait son ami génial. C'est comme ça que de Gaulle surnommait Malraux mon ami génial. Et il lui a attribué, alors au début c'était vraiment pour que son ami ait son ministère. Le ministère de la Culture, il a été un peu créé au départ de manière, on n'imaginait pas qu'il allait durer en fait. C'était de manière un peu temporaire, surtout que André Malraux,
comme il était connu, il avait sa stature d'écrivain, de résistant, il accompagnait beaucoup le général de Gaulle dans la diplomatie extérieure. Donc au début, c'était un petit peu... Mais en fait, il se trouve que ce ministère a duré jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques petites légères éclipses, et que du coup, quand on dit catégorie d'intervention publique, c'est-à-dire que l'État se donne la légitimité à intervenir dans le domaine culturel, à financer aussi certains secteurs de la culture qui en ont besoin. Il y a une politique d'État. Il y a une politique d'État qui se met en place. Et l'État va mettre, donc il y a une transition qui se fait en 1981 avec Jack Lang, donc c'est François Mitterrand qui prend le pouvoir, et là on met encore plus d'argent vers la culture, mais au départ, l'idée d'André Malraux, qui est le fils d'une épicière, il a été élevé à Bondy, c'est quelqu'un qui en fait s'est construit plutôt en autodidacte, et qui est lui aussi une sorte de transfuge de classe, puisqu'il est devenu un écrivain reconnu, un grand intellectuel, un amateur d'art, un homme politique. Et en fait, André Malraux était très habité par sa conception de la réception, de ce que c'était que la réception culturelle, qui avait été absolument fondamentale pour lui, puisqu'il avait côtoyé des milieux d'amateurs d'art, d'écrivains. Et il avait une théorie du choc esthétique, c'est-à-dire que n'importe quel individu, quel que soit son milieu social, quelle que soit son éducation, selon lui, pouvait, devant une grande et belle œuvre, avoir donc une sorte de choc esthétique qui allait, si vous voulez, un petit peu l'élever, enfin voilà, le mettre en contact avec donc le plaisir esthétique, avec voilà toute une dimension. Donc la politique d'André Malraux, elle se structure autour de l'idée d'une démocratisation culturelle. C'est vraiment son grand mot d'ordre, c'est-à-dire le fait qu'il faut aller mettre en contact, y compris les couches socialement les moins favorisées de la population française, y compris les fils d'ouvriers, les fils de paysans, etc. Il faut aller les mettre en contact avec l'art, avec la culture, pour favoriser donc la possibilité qu'il y ait ce choc esthétique, culturel, et pour en fait élever, si vous voulez, en quelque sorte les masses. Donc il y a toute une politique de mise en place de MJC, Maison de la jeunesse et de la culture. Voilà, il y a toute une politique d'État. Et puis, assez rapidement, va apparaître aussi l'idée qu'il serait bon de voir quels sont les résultats de cette politique. Et de ce point de vue-là, le ministère de la Culture va mettre en place une petite cellule de recherche qui est confiée au départ à Augustin Girard. Donc Augustin Girard. Et en fait, le but, c'est, les termes d'Augustin Girard, c'est d'aller mettre fin à l'ère des goûts et des couleurs. C'est-à-dire, pour que le ministère arrête de décider un peu de ses choix. Donc, l'idée de Malraux, c'est qu'il y avait, si vous voulez, une sorte de corpus délimité d'une culture, d'un patrimoine qui avait une valeur culturelle, artistique, pour touchant les arts et les belles lettres, et que ce patrimoine-là méritait d'être diffusé dans toute la société. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a une culture légitime et qu'il faut lui permettre d'atteindre toute la population. Augustin Girard, lui, il dit il faut mettre fin à l'ère des goûts et des couleurs, c'est-à-dire les choix un petit peu impressionnistes comme ça, il faut aller vérifier statistiques à l'appui avec une culture du chiffre, si ça fonctionne, et si effectivement le fils d'ouvrier, le fils de paysan,
est en contact avec cette culture. Donc il y a une sorte de demande publique. Et alors, vous voyez, par exemple, c'est tout à fait, quand on regarde les premières enquêtes réalisées par Pierre Bourdieu, mais d'autres aussi, Alain Darbel, qui a fait avec lui, qui a dirigé avec lui la grande enquête qui s'appelle L'amour de l'art, ce sont quasi toutes des enquêtes qui ont été financées au moins en partie par le ministère de la Culture. On parlera aussi de Michel de Certeau. Michel de Certeau, c'est pareil, quand il écrit L'invention du quotidien, en fait, il a eu au départ un financement du ministère de la Culture. Enfin, il y a une volonté comme ça, non seulement de créer une cellule de recherche, mais aussi de travailler en partenariat avec les premiers sociologues de la culture pour aller commander des enquêtes. Et vraiment, c'est l'idée, il y a un grand appétit pour connaître quel est le résultat, quel est le diagnostic de cette politique nouvellement mise en œuvre. Voilà. Et ce que montrent les chiffres... Alors, je vous ai mis sur tout ça. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ? Vous avez lu les polycopiés que je vous ai distribués ? Ouais. Donc il y a celui-là, il est un peu ancien, mais c'est vrai que je l'aimais bien parce que je vous ai mis quelques tableaux, des petits extraits, c'est une petite synthèse sur les 5 premières enquêtes. Et je vous ai mis aussi, en fait, les questions, enfin les questions qui ont vraiment été posées aux Français. Parce que ce qui va se mettre en place petit à petit, donc si vous avez lu les petites synthèses que je vous ai distribuées, vous êtes déjà bien informés. Donc, il y a eu 6 enquêtes qui sont nommées pratiques culturelles des Français. De 1973 à 2018. Il y a eu Alors, le rythme des enquêtes, il s'est un petit peu... un peu étalé dans le temps. Au départ, c'était c'était plutôt tous les 7 ans. Voilà. Et là, on a attendu 10 ans la dernière enquête. Le temps entre l'enquête de 2008 et celle de 2018 a été assez long, sachant que tous les résultats n'ont pas encore été exploités, qu'il devrait y avoir encore d'autres publications tirées de l'enquête 2018. Et que, donc, vous avez ici quelques chiffres, mais en fait, je vous ai mis aussi des liens en ligne, parce que tous les résultats de ces enquêtes, ça peut être précieux pour vous, je vous dis ça comme ça, mais c'est des sources d'information. Par exemple, même sur vos sujets de mémoire, si vous voulez travailler sur la musique, sur les séries télé, etc., vous avez des chiffres. Il est toujours bon d'aller y voir, en fait, parce que vous pouvez avoir, des informations très précieuses, sachant que les enquêtes, elles bougent un petit peu de l'une à l'autre. Mais l'objectif comme ça de garder certaines questions similaires et de reproduire ces enquêtes à date régulière, c'est aussi de créer un sentier de dépendance et de pouvoir comparer les enquêtes les unes après les autres, de pouvoir comparer les résultats et voir si ça évolue dans le bon sens, dans le mauvais sens, etc. Ça va ? Alors, quels sont les résultats de ces enquêtes ? Est-ce qu'on a une démocratisation donc des pratiques culturelles ? Est-ce que les pratiques culturelles les plus légitimes atteignent de plus en plus de public ? Donc pour répondre à cette question, il faut aller commenter de près les chiffres. Je ne sais pas si certains vous avez regardé un peu les chiffres et si vous avez une idée de réponse à cette question, comme ça à la louche. Est-ce que la réponse elle est plutôt positive ou elle est plutôt négative a priori ? Dans les années 70-80, que montrent les premières enquêtes ? Est-ce que les premières enquêtes montrent que les populations les plus défavorisées socialement ont été en contact avec les pratiques culturelles, y compris légitimes ou pas ? Vous n'avez pas d'avis sur la question ? Oui. Ils sont forcément en contact avec une forme culturelle, ça dépend de quoi vous parlez. Ils sont forcément en contact, vous dites ?
Ça dépend, vous parlez de musée ou alors de concert Alors justement, hein, c'est vrai que c'est pas évident et qu'il faudrait aller regarder directement les chiffres pour répondre à cette question, que c'est un petit peu général. Et surtout dans la liste, en fait, alors ce qui est frappant, c'est que les contours même de ce qu'est la culture et les pratiques culturelles, il a évolué avec le temps. C'est-à-dire les jeux vidéo qui sont maintenant inclus n'étaient pas du tout inclus dans les années 70. Voilà, donc il y a une évolution aussi de ce que c'est une pratique culturelle légitime. Oui. Plus on touche à des activités culturelles un peu plus chères ou un peu plus fermées, Ouais. Le théâtre, le spectacle de danse, le concert, par rapport à la télévision par exemple, Ouais. on a une nette baisse du nombre de personnes qui y vont régulièrement. Oui, bravo Manu, c'est très bien d'avoir repéré ça. Donc, alors là, vous vous appuyez sur quel tableau en fait Celui d'Olivier Donat. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai laissé celui-ci parce qu'il rentre plus dans les détails sur une présentation, qui est assez pratique pour nous et qu'on n'a pas encore. Alors j'ai des statistiques pour le livre, mais qui sont très détaillées, mais que vous verrez plus en détail avec Elodie Hommel en fait plus tard. Donc voilà. Mais on peut regarder. Effectivement, déjà c'est très bien le tableau donc de gauche que vous avez sur le petit polycopier d'Olivier Donat. Le tableau plutôt de droite d'ailleurs, de droite. Je suis désolée. Il est à droite, je confonds ma gauche et ma droite. Voilà, sur le profil sociodémographique des publics de la culture. Ok. Et si on regarde, comme le suggère Manu, on regarde la lecture de 20 livres ou plus. Puisque c'est le musée et le théâtre. Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a une égalité en termes d'appartenance socio-professionnelle, de niveau de diplôme, ou est-ce que certains sont plus avantagés que d'autres ? Hein ? Donc Manu, vous dites qu'il y a une importance du statut socio-culturel et du niveau de diplôme, plutôt. 100 personnes, en 1973, il n'y en a que 12 qui vont au théâtre en un an. Donc ça peut être une seule fois, j'imagine, dans l'année, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même la majorité des gens qui n'y vont pas du tout. Tout à fait. Donc déjà, et pour le concert de musique classique, c'est pareil, c'est encore pire. Et c'est assez drôle de voir qu'au fil des années, ça n'a vraiment pas évolué pour cette catégorie-là. Il y a vraiment des chiffres... que ce soit 1973 ou 2008, c'est presque exactement le même chiffre. Oui, alors là vous êtes sur le tableau de gauche, mais ce qui est intéressant effectivement sur le tableau de gauche, c'est qu'on peut voir qu'au fil des années, ces pratiques-là sont restées des pratiques minoritaires numériquement. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir... c'est une fraction finalement assez réduite de la population qui a cette sortie culturelle. Donc notamment, vous avez mentionné le concert de musique classique, le concert rock ou jazz. Alors là, il y a une augmentation entre 1973 et 2008, mais on voit qu'on reste à 7% pour le concert musique classique. Alors on passe de 12 à 19% pour le théâtre, mais ça fait quand même, avec 20%, ça fait quand même 5 sixièmes de la population française qui ne va pas au théâtre sur l'année qui vient de s'écouler. Ce qui veut dire que la sortie au théâtre reste une pratique rare, en fait, à l'échelle de la France. Et si on regarde ensuite dans le tableau de droite, quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont au théâtre ou au musée ? Alors, on a différents paramètres dans ce tableau, mais qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, si vous deviez décrire le profil moyen du Français qui va au théâtre ou au musée en 2008 ? Alors, puisque ce tableau, il est un peu daté, mais il est néanmoins très utile. Il habite en ville, notamment à Paris. Ouais. Deuxième, troisième cycle, j'imagine, c'est le niveau d'études le plus long. C'est le niveau d'études. Alors, vous voyez que là, vous n'avez aucun ou le certificat d'études primaires. C'est le niveau d'études, celui qui a le plus faible niveau de diplôme. Et le plus haut niveau de diplôme, c'est le deuxième ou troisième cycle. C'est-à-dire, troisième cycle, c'est une thèse. Deuxième cycle, c'est un master 2. Alors, vous voyez que pour le musée... Avec un niveau d'études très haut. Voilà.
Donc il y a une corrélation entre le niveau de diplôme entre le niveau de diplôme et le fait d'aller au musée ou au théâtre, qui est très forte en fait. Elle est très forte. Il me semble que pour le musée et le théâtre, c'est un paramètre qui est ici plus important que les autres variables. Ouais, la variable urbaine communautaire rurale, c'est aussi assez important. C'est aussi assez important, mais moins important. Vous voyez, pour savoir quelle est la variable la plus déterminante, la plus corrélée, comment on fait? On regarde les écarts entre les chiffres, en fait. Ça va? C'est assez clair pour vous? Donc, par exemple, là, si on prend l'exemple du théâtre, vous voyez que sur les Français qui n'ont aucun diplôme ou qui ont le certificat d'études primaires, il y en a 9% qui sont allés au théâtre dans les 12 derniers mois. Et qu'en revanche, sur ceux qui ont un deuxième ou un troisième cycle, on est à 47%. Sur l'habitation entre communes rurales à Paris intramuros, on passe de 14 à 56%. Voilà. Donc, bon, l'écart est un petit peu... l'écart entre les deux, il est plus important pour le niveau de diplôme. Oui. Bonjour. C'est le TD de littérature Non, c'est en H230. Ah, ok. Voilà. Vous n'avez pas eu ça tout l'après-midi? D'accord. Bon, ça devrait être rodé la semaine prochaine, normalement. Ça va, ça vous a pas trop perturbé de changer de salle? Ok. Bon, alors, si on reprend, si vous voulez, il faut regarder un petit peu l'écart. Donc, de 56... 56 moins 14... on est à 32, et là, on est à 9 plus 47. Enfin, en fait, de toute façon, c'est pas aussi mathématique que ce que je suis en train de faire, mais disons, plus l'écart est important, en fait, entre les deux variables, et plus les écarts sont nets. Par exemple, si on prend l'exemple du musée, parce que là, c'est très clair, on voit très bien sur l'exemple du musée que le niveau de diplôme est une variable beaucoup plus corrélée à la visite de musée que le lieu d'habitation. C'est la littérature ici. Il vous faut aller en H230, à l'étage en dessous. On a changé de salle, on a inversé les salles. Okay, voilà. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Bon, il faudrait il n'y a pas de scotch, de panneaux sur les portes. Si ?